C'est un groupe qui s'agrandit parfois, qui invente des aventures humaines avec des genres de cascades, des genres d'inventions un peu... On n'est pas les premiers à avoir fait ça, mais on s'est inspiré de gens qui l'avaient déjà fait, de différentes manières. À la fois à travers le témoignage de Yannick et de Stéphane, et puis celui de Julie, il y avait une vraie envie de dépasser peut-être un petit peu les discours habituels autour des ascensions et de l'Himalaya, et d'essayer de savoir ce qui s'était passé de façon un peu plus intime. On a pu l'appeler parce qu'on avait notre téléphone satellite, on savait qu'il avait réussi, on s'est dit on l'appelle, on lui donne des informations ou pas. Et on l'a pas fait parce que, comme dans le film, on voyait à un moment une ascension des Espagnols qui disaient nous on prévoit notre truc à nous, avec notre objectif, la manière dont on va le faire et bien respecter nos propres décisions. Puis il n'y ait pas trop d'avis extérieurs, donc on l'a pas appelé tout simplement. On s'est dit non, nous on a notre idée dans la tête, on va faire comme on pense. On ne savait pas l'itinéraire qu'il avait pris. On avait même des autres infos du camp de base, du lodge, des gens qui étaient sur place, des Népalais, qui disaient « Ah, mais il est monté avec son collègue jusqu'à 7600 mètres, et puis ensuite, il est monté seul. » Moi, j'avais ça dans la tête, je ne savais pas, en fait, qu'il avait fait 28 heures, et Bah, et Christophe, toi? C'est plus modeste. Hein. Non, alors, aux éditions Guérin, on a beaucoup de travail. On est en train de préparer une belle biographie d'Éric Escoffier. C'est bien parce que c'est aussi un très grand himalayiste qui est peut-être un petit peu oublié maintenant, mais une belle personnalité, donc ça prend du temps aussi. Un beau film, on espère, en préparation. En tout cas, on est ravis d'avoir eu ce film qui était sur une note un petit peu différente de ce qu'on peut avoir parfois, avec des belles interviews et un beau côté psychologique. Donc merci encore. Merci donc Yannick et Christophe. Merci beaucoup. Merci. Donc Lionel, vraiment un grand merci d'être là déjà ce soir à Montagne en Seine, ça nous fait vraiment plaisir. Quand on a vu ton projet, déjà on s'est dit tout de suite que c'était quelque chose pour nous. Est-ce qu'il ne faut pas déjà une grosse dose d'inconscience pour se lancer là-dedans? Est-ce que tu avais conscience du truc ou est-ce que tu étais complètement inconscient? C'est toujours dur à dire, mais c'est vrai que quand je suis parti dans cette histoire, j'avais jamais entrepris des voyages aussi longs dans l'intensité de l'effort. Et c'est vrai que quand je suis parti du Mont Blanc et que je tournais le dos à l'arrivée, je me suis dit, à un moment donné, est-ce que je vais revenir un jour par là? Et il y avait tellement d'aléatoires par rapport à plein de choses que j'en savais absolument rien. J'étais vraiment, et c'était ça qui me touchait dans une dimension d'aventure telle que j'avais pu la vivre aussi à l'autre bout de la planète. Comment tu t'es dit, je vais pas pouvoir terminer ce tour? Bah en fait, c'est vrai que c'était devenu très dur au bout du tout du long, mais particulièrement les derniers mois, quoi. La remontée des Alpes, c'était vraiment dur pour plusieurs raisons. Déjà, j'avançais dans la saison, j'arrivais de plus en plus proche de l'hiver, et je voulais vraiment éviter d'arriver trop, dans l'hiver au Mont Blanc, parce qu'on sait que on peut ne pas avoir de créneau pendant plusieurs semaines. Ce qu'on voit pas aussi dans le film, c'est que 15 jours avant d'arriver au Mont Blanc, il fait de nouveau mauvais, et de nouveau j'attends 15 jours avant d'avoir un créneau qui s'offre. Donc au bout du 14e mois, il y avait vraiment une sorte de fatigue, d'épuisement qui s'était installée, et il a fallu vraiment puiser très loin dans la tête. Et c'est pour ça que finalement, quand il y a eu cette foudre, j'ai pas voulu aller à l'hôpital, contrairement à ce que me demandaient plein de potes, et de dire il faut que tu ailles faire des examens et tout. Parce qu'en fait, dans cette histoire, je suivais un peu un fil mental. Et ce fil mental, c'est lui qui m'a permis d'aller au bout, quoi. À l'instar du fil physique de la frontière, je m'accrochais un peu dans ma tête à cette référence qu'il fallait que je sois toujours là-haut et jamais redescendre, parce que justement, si je redescendais et que je quittais vraiment l'histoire du Tour de la France, j'aurais abandonné, c'est sûr, quoi. On voit aussi pendant tout le Tour de France que tu fais que tu as toujours ta femme Véro qui est là. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de Véro? J'ai tiré de mon numéro. Bah ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un, évidemment, je vais en parler des heures, mais c'est quelqu'un qui m'a effectivement énormément soutenu dans cette histoire, et ça a été vraiment la cheville ouvrière indispensable aussi pour que ça puisse avancer d'une manière assez fluide, quoi. Un grand bravo à Véro. Voilà. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Parce que finalement, moi ce que je retiens de cette histoire, c'est pas de dire il y a un petit bonhomme qui est un champion, qui est un héros, qui a fait finalement ce Tour de la France. Mais je crois que ce qui est le plus important de saisir dans ces histoires, c'est finalement la somme des énergies collectives, des énergies de l'ombre parfois, qui ont été mises en place
et qui ont permis finalement la réussite de ce projet qui peut-être pourra vous inspirer, quoi. Un grand bravo pour le succès. Merci.